Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je ne vais pas évoquer devant vous la PMA, la filiation ou la recherche sur l'embryon. Nous aurons largement l'occasion d'y revenir. Je vais m'en tenir au titre 2 de ce projet de loi, conformément à ma mission de rapporteur et qui concerne plus particulièrement le don d'organes. Donner un organe, le faire de son vivant ou y consentir après la vie, approuver un prélèvement sur un parent ou sur un enfant, et même recevoir d'un inconnu cet improbable cadeau, rien dans le don d'organes n'est anodin. La romancière Maëlys de Kerangal, dans son ouvrage « Réparer les vivants », invite à ces réflexions qui souvent dérangent lorsqu'il s'agit de s'imaginer soi-même vivant un peu dans le corps d'un autre. Elle s'intéresse à celui qui donne, mais aussi à celui qui espère, ardemment parfois, recevoir. Ainsi évoque-t-elle, je la cite, « ceux qui attendent, dispersés sur le territoire, des gens inscrits sur des listes selon l'organe à transplanter et qui, chaque matin au réveil, se demandent s'il leur rend à bouger, s'ils vont remonter sur la feuille, des gens qui ne peuvent concevoir aucun futur et ont restreint leur vie, suspendue à l'état de leur organe. » Fermez les guillemets. En France, le don d'organes et de tissus est rigoureusement encadré. Il est régi par les lois successives de bioéthique et par 3 grands principes. Le consentement présumé, l'anonymat entre le donneur et le receveur, ainsi que le principe de gratuité qui proscrit la marchandisation du corps. Si ces principes n'ont pas valeur constitutionnelle en eux-mêmes, ils sont nécessaires à la mise en œuvre de la sauvegarde de la dignité humaine qui, elle, est un principe à valeur constitutionnelle. Alors, bien moins médiatisé que le titre 1 et notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, le don d'organes n'en est pas moins un sujet majeur. D'abord parce que les espoirs d'améliorer le niveau des dons sont là. Ensuite parce que la France est très souvent regardée pour ses dispositions en la matière et pour son avance technique sur la transplantation. Je rappelle que c'est en France, en 1952, qu'a eu lieu l'une des premières tentatives de greffe à partir d'un donneur vivant par l'équipe de Louis Michon à l'hôpital Necker à Paris. C'est aussi à la France, dès la fin des années 60, que l'on doit l'une des premières greffes réussies d'autres organes que le rein, notamment celle du cœur. Grâce au professeur Edmond Henry, Emmanuel Vitria a vécu avec une transplantation cardiaque de 1968 à 1987. Et il y a tout juste 10 ans, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, une équipe médicale réalisait l'exploit en procédant à une greffe simultanée du visage et des mains sur un homme gravement brûlé. La transplantation, qui a longtemps relevé de la prouesse technique et scientifique, est désormais une pratique éprouvée, même si elle demeure naturellement complexe et délicate. Elle est aussi chargée de symboles, d'interrogations sur l'usage des produits du corps qui ne seront jamais les pièces interchangeables d'un véhicule automobile. Explanté, implanté, le don d'organes ne connaît pas les catégories sociales, les différences entre les générations ou les couleurs de peau, les frontières que la société et surtout les politiques peuvent parfois créer. La transplantation est ainsi devenue en quelques années une prescription fréquente, notamment parce qu'elle est techniquement bien maîtrisée par les équipes médicales françaises. La France est d'une certaine manière victime d'un niveau de demande important en face duquel l'offre apparaît très insuffisante et même de plus en plus insuffisante. Ainsi, chaque année, les nouveaux patients en attente de greffe inscrits sur le registre national sont sans cesse plus nombreux. 60 ans après les premières transplantations d'organes, seulement 6 105 patients ont pu être greffés pour l'année 2017, quand plus de 28 000 personnes ont été en attente d'un organe, dont près de 19 000 en attente d'un rein. Pour les seules greffes rénales, 3 543 ont été réalisées en 2018, alors que plus de 5 000 nouveaux patients supplémentaires sont inscrits annuellement. La France affiche un retard sensible par rapport à certains de ses voisins, puisque plus de 70% des patients sont transplantés, par exemple, en Norvège. En Espagne, au cours des 5 dernières années,
le taux de don d'organes a progressé de 37%, passant de 35 à 48 donneurs par million d'habitants en 2018, contre 27 donneurs par million d'habitants en France. S'agissant des transplantations rénales, dans plus de la moitié des cas, une incompatibilité entre la personne qui souhaite donner et la personne malade fait obstacle au projet. Lorsque le proche souhaitant donner n'est pas compatible avec le patient, il lui est alors possible, depuis la loi de bioéthique de 2011, de participer à un don croisé. Théoriquement, tout du moins, puisque malgré des initiatives de l'Agence de la biomédecine et des acteurs de terrain pour développer le don croisé, seules 10 greffes ont été réalisées dans ce cadre pour la période 2014-2016 et le programme a été tout bonnement abandonné. Tout le monde en convient, il y a donc une nécessité d'augmenter le nombre de paires à croiser pour conforter les chances de repérer un donneur compatible. Nécessité également d'en finir avec la simultanéité des opérations de prélèvement et de greffe, notamment à cause des contraintes de disponibilité des blocs opératoires, puisqu'il faut 4 blocs pour réaliser simultanément 2 prélèvements et 2 greffes. Ainsi, le projet de loi met fin à cette exigence en prévoyant d'une part que les opérations de greffe pourront se dérouler dans un délai de 24 heures maximum, et d'autre part qu'elles seront réalisées consécutivement au prélèvement. Concernant le nombre de paires donneurs-receveurs impliqués, le projet de loi proposait initialement de passer de 2 à 4 paires, soulevant des débats qui ont eu lieu au sein de la commission spéciale sur l'extension possible et souhaitable du nombre de paires. Il a finalement été convenu de renvoyer la fixation du plafond à la voie réglementaire afin d'adapter le dispositif en cas d'amélioration des pratiques et des techniques. Ces dispositions sont clairement de nature à améliorer les prélèvements et les transplantations attendus par de nombreux médecins, patients ou associations. Dans un autre registre, je veux aussi me féliciter des évolutions relatives aux majeurs protégés et aux mineurs, qui pourront faire don de cellules souches hématopoïétiques à leurs parents. S'il s'agit évidemment d'un recours ultime, il est parfois incontournable pour des raisons de compatibilité. S'agissant des mineurs, seul le don de cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse est concerné par les modifications. Autorisé aujourd'hui à titre exceptionnel au bénéfice de la parentèle, mais à l'exception des parents, il apparaissait nécessaire de l'élargir aux pères et mères lorsqu'il y a défaut de solutions thérapeutiques appropriées. Pour les majeurs protégés, le régime relatif au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique est harmonisé avec celui des mineurs et étendu également aux parents. En cohérence avec le droit civil, la procédure dépend évidemment de la faculté ou non de la personne majeure à exprimer son consentement. Ainsi, pour les personnes majeures faisant l'objet de mesures de protection avec représentation à la personne et qui ne sont pas en capacité d'exprimer leur consentement, elles continueront à être protégées par les mêmes interdictions et encadrements qu'auparavant concernant le don d'organes, de tissus, cellules ou de tout produit du corps humain. Le titre 2 facilite également l'accès à des données génétiques pour permettre de soigner efficacement la parentèle. Cet accès s'effectuera dans un cadre médical strict, garant d'un accompagnement efficace, pour autant qu'un nombre suffisant de professionnels qualifiés en génétique soient formés. S'agissant des enfants nés d'une AMP avec tiers donneur, un amendement a été adopté en commission qui enjoint le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave. Les commissaires ont ainsi voulu s'écarter du projet gouvernemental qui ne prévoyait qu'une information facultative. Ce projet de loi comporte de nombreuses avancées, nous l'avons vu, mais chacun ici a conscience du besoin immense d'amélioration de la chaîne du don. Et il faut imaginer le patient en attente de greffe pour qui l'espoir laisse place parfois au découragement. Ces avancées, si souhaitables soient-elles, ne régleront pas tout. Et elles soulèveront d'autres interrogations sur les prochaines étapes à franchir pour qu'un jour l'espoir ne se dérobe plus. Des interrogations sur l'extension du nombre de paires de donneurs et de receveurs dans le cadre d'un don croisé, quand nous savons que ce nombre n'est pas limité dans des pays voisins aux nôtres. Des interrogations sur notre capacité organisationnelle à améliorer les process de transplantation. Je ne doute pas qu'à toutes ces questions, y compris celles qui s'invitent dans le débat, et je pense ici au business des tests génétiques,
Nos échanges apporteront le meilleur éclairage dans l'esprit qui a prévalu jusqu'ici, s'agissant de la teneur de nos propos. Je vous remercie.